C'est bon, vous voyez bien mon écran en entier? Correct. Oui. Ah, super. Je vous Oui, remercie. ça va. Alors, je vous présente. Oui, Donc, ça va. je fais une petite session sur cartographie et référencement, puisque, évidemment, c'est un sujet au cœur de votre activité un peu en permanence. Donc, voilà, ça me semblait important qu'on puisse l'aborder. Donc, la cartographie des services, hein, puisque là, je parle vraiment de la cartographie des services hein, dans cette présentation, c'est vraiment au cœur de la coordination et donc du rôle des GTT. Je vous rappelle que si vous regardez, si vous vous référez au manuel de coordination en santé mentale et soutien psychosocial dans les situations d'urgence, il y a 7 actions de base pour la coordination en santé mentale et soutien psychosocial, donc pour les GTT. Et l'action de base numéro 2, c'est la gestion de l'information. Et dans la gestion de l'information, il y a effectivement toute une partie qui concerne la réalisation des analyses des besoins non couverts et la cartographie des activités. Puisque cette gestion de l'information, elle comprend le fait de collecter et de rassembler des informations en donnant aussi justement des conseils techniques hein, sur quel type d'informations sont importantes à rassembler au niveau du GTT et puis de pouvoir aussi les disséminer et les partager. Et donc, entre autres, et là, c'est une des choses qu'on vous présentera avec le Fort W, mais pas seulement. Donc, vous voyez, dans cette action de base, c'est là où apparaît cette question des cartographies. Au niveau du processus, vous savez que dans le manuel de coordination, on vous présente les actions, les différentes actions de base, et ensuite on vous explique, on vous montre un petit peu un déroulé possible. Donc là, je l'ai juste remis pour que vous l'ayez en tête, hein. Ça va être d'abord de définir l'étendue des besoins d'information. Qu'est-ce qu'on a déjà comme info, qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc là, selon les GTT, évidemment, on va avoir des choses assez différentes, hein. Parfois, on a déjà plein d'infos. Le GTT fonctionne depuis longtemps, c'est déjà plein de choses. Et puis parfois, on vient d'arriver, c'est le début d'une urgence, on n'a quasiment aucune information sur ce qui se passe. Donc évidemment, le processus et ce qu'on va mettre en place va être aussi dépendant de ça. On va identifier les informations existantes et ensuite, un des rôles du GTT, ça va être de développer et maintenir un centre de ressources santé mentale et soutien psychosocial. Donc, ça veut dire quoi un centre de ressources? On veut dire par là une espèce de un drive ou un endroit où on peut trouver ben, les informations de qu'est-ce qui existe en termes d'analyse des contextes, en termes de besoins, en termes de services présents, etc. Et ensuite, le GTT a un rôle aussi pour diffuser l'information et les leçons apprises, notamment à ses membres, bien sûr, en tant que GTT, mais aussi à l'extérieur. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, Pardon, avant, il y avait coordonner la cartographie et l'analyse des besoins en quatre, excusez-moi. Donc ça, c'est effectivement, une fois qu'on a repéré qu'est-ce qui existait, on peut savoir qu'est-ce qui manque et quelles autres informations on aurait besoin d'avoir. On va coordonner ces évaluations des besoins, diffuser l'information, comme je disais, et ensuite, bien sûr, il y a tout un travail pour discuter régulièrement de la collecte d'informations, la mettre à jour et la partager. Alors, qu'est-ce que c'est que la cartographie des services et des besoins non couverts, on peut dire parfois aussi, et c'est pour quoi faire? Alors, avec la cartographie des services, c'est pour évaluer les activités de santé mentale et soutien psychosocial qui sont mises en œuvre dans une région géographique spécifique. Ça permet de connaître les besoins qui sont couverts et ça permet aussi de voir les services qui sont manquants dans la réponse en santé mentale, soutien psychosocial, et du coup d'informer au niveau des membres, mais aussi au niveau de la communauté internationale, au niveau des bailleurs, etc., les besoins qui sont non couverts et du coup les interventions qu'il faudrait développer. Ça permet de repérer aussi s'il y a des doublons, c'est-à-dire qu'on se rend compte parfois qu'il y a plein d'organisations qui interviennent au même niveau ou qui font la même activité. Donc là aussi, hein, c'est un rôle essentiel du GTT d'assurer la coordination et de veiller à ces aspects-là. Ça permet du coup de pouvoir améliorer la réponse humanitaire puisqu'on va développer les services manquants et on va arrêter les doublons si c'est possible. Ça permet aussi de mettre en place des mécanismes de référencement
Donc, entre les différents étages de la pyramide, par exemple, ou entre la nutrition et la santé mentale et le soutien psychosocial, ou entre la protection de l'enfance et la santé mentale et le soutien psychosocial. Donc, d'organiser le système de services pour la population. Ça va permettre d'avoir aussi des informations sur l'évolution des services dans le temps. Par exemple, j'avais fait une cartographie l'année dernière, je refais une cartographie cette année, je vois ce qui a évolué ou pas. Et bien sûr, en fonction du contexte, il a potentiellement lui aussi évolué. Et donc, je vois à nouveau qu'est-ce qui a changé ou pas et comment les choses ont bougé par rapport à un temps T passé. Et ça permet enfin de partager les informations avec tous les partenaires intéressés, que ce soit le gouvernement, les clusters, les autres organisations et bien sûr les premiers intéressés, à savoir la population. Alors, je vous ai mis une petite image là, parce que souvent, quand on me dit la cartographie, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression, quand on a des échanges ensemble, hein, c'est que c'est un peu le casse-tête, la cartographie. Et donc, je pense qu'une des questions importantes quand on commence à réfléchir à la cartographie, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire pour que ce soit quelque chose qui soit raisonnable, adapté à la réponse et pour lequel on n'est pas envie de se mettre l'ordinateur sur la tête parce qu'on ne veut plus en entendre parler et qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Donc là, j'espère que ça vous rappelle des choses parce que je pense que pour certains, cette cartographie, c'est un peu le serpent de mer, c'est-à-dire que on le met un peu à l'agenda de chacune des réunions mensuelles, on a l'impression que jamais on va s'en sortir et jamais on va arriver à finaliser notre cartographie. Mais à minima, quand on parle de la cartographie, de quoi on parle? C'est juste en fait un état des lieux des services existants en santé mentale et soutien psychosocial dans une zone donnée et si possible, dans la majorité des cas, avec les contacts des personnes et des agences points focaux pour chacun des services. Alors je dis juste, hein, je rigole évidemment, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais vous faire une présentation sur les documents en Ukraine où il y a 250 organisations. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué là de faire un état des lieux que quand on est dans un endroit où malheureusement il n'y a aucun service ou très peu de services et du coup l'état des lieux se fait de façon beaucoup plus rapide. Alors, quelques principes de cette cartographie, parce que pour arriver à ce qu'elle soit la plus efficace et la plus utile possible. La première chose, c'est de clarifier les objectifs de la cartographie de service. C'est vrai que parfois, on a envie que les cartographies répondent à trop de questions. L'enjeu, c'est déjà un peu juste de savoir qui fait quoi. Si déjà on arrive à avoir un annuaire des services existants, par exemple, comme un premier temps, ça peut être déjà pas mal. Si on a beaucoup plus de moyens, on peut avoir des ambitions plus importantes, mais on peut aussi dire, voilà, ce que je voudrais, c'est juste avoir un annuaire à jour des services qui existent dans telle zone. Parce que le deuxième point important, c'est de définir le périmètre de la cartographie. Sur quelle zone je regarde ce qui existe et puis pour quel type de service. Je regarde toute la pyramide. Est-ce que je vais aussi regarder d'autres types de services ou je me limite à la pyramide santé mentale et soutien psychosocial? Ce sont des questions qu'il faut vraiment définir en amont. C'est ça qui va vous permettre, après, mais on y reviendra quand je vous parlerai des étapes pour la mise en place d'une cartographie, d'adapter la méthodologie à son objectif et à ses besoins et pas forcément faire quelque chose de trop ambitieux que finalement on va jamais arriver à définir ou qui va vous prendre vraiment énormément de temps. Donc l'idée, c'est aussi d'adopter un outil qui soit simple d'utilisation, accessible et correspondant aux besoins. Et ça, on verra tout à l'heure, hein, ça peut être pour certains un fichier Excel, d'autres ils vont utiliser Kobo, d'autres ils vont utiliser l'appli BePower. Donc ça va dépendre un petit peu là aussi de ce qu'on aura envie comme dimension, mais aussi du nombre de services existants. On va se baser sur la pyramide santé mentale et soutien psychosocial du IASC et éventuellement sur l'ensemble minimum de services de santé mentale et de soutien psychosocial. Surtout, c'est un travail de collaboration et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que même si on va définir un lead, quelqu'un qui va gérer le processus, ça ne pourra marcher que avec la collaboration de l'ensemble des agences sur à la fois pour répondre aux questions, pour comprendre ce qui est demandé, mais aussi pour actualiser la cartographie. Sinon, la cartographie, elle devient très très vite obsolète et ça peut pas être une personne qui va remplir pour toutes les agences ce qu'elles font. Il y a besoin vraiment d'une implication et de temps dédié par l'ensemble des agences pour la mise en place d'une cartographie.
Et puis, dernier élément, bah, bien sûr, il faut que cette cartographie, après, elle soit disponible pour tous, puisque bah, l'intérêt, c'est pas d'avoir seulement un annuaire des services ou une cartographie rangée dans son ordinateur, mais c'est bien que ce soit partagé et utilisable pour tous pour pouvoir adapter et améliorer l'intervention sur le terrain. Alors, c'est quoi les grandes étapes? Bon, je vous l'ai fait un peu comme ça. Après, c'est à adapter, bien sûr, selon les contextes, mais c'est pour vous donner quand même un petit peu un déroulé pour que ce soit plus simple à mettre en œuvre sur le terrain. Le premier point, c'est bien sûr de définir qui est en charge de la cartographie. Très souvent, ce sont les leads, éco-leads des GTT, santé mentale et soutien psychosocial, mais ce n'est pas du tout une obligation. Ça peut être aussi un membre du GTT, une agence qui décide de faire de la cartographie, qui a un budget dédié ou une personne qui peut s'en occuper. Donc ça, c'est à discuter au niveau des GTT. Comme je disais juste avant, c'est important de clarifier l'objectif et le choix de la méthodologie qu'on va utiliser pour la cartographie, puisque après, la suite va découler de ça, de cette clarification qui aura lieu au début et du choix de la méthodologie qui va vous faciliter ensuite le travail tout au long du chemin. Troisième point, c'est de se mettre en rapport avec les responsables des secteurs, des clusters et des domaines de responsabilité concernés pour établir les cartographies des services existants afin d'éviter les doublons et de se rendre compte que parfois, il y a déjà des cartographies qui ont été faites au moins d'un certain type de données que vous pouvez juste réactualiser ou actualiser. On choisit un outil de collecte et de mise à jour des informations, donc je vous en ai donné des exemples tout à l'heure. Et ensuite, on adapte les informations qu'on va collecter en fonction des objectifs spécifiques de la cartographie. Parfois, on veut juste, comme je disais tout à l'heure, avoir un annuaire pas très spécifique des services existants. Parfois, on veut aller plus loin et puis pouvoir repérer quels sont les besoins qui sont non couverts. Parfois, on veut aussi l'utiliser pour faire des référencements. Et donc, le type d'information qu'on va chercher va effectivement changer. L'autre chose qui a pensé dès le départ, hein, quand on cherche l'outil qu'on va utiliser, c'est de se rappeler que, évidemment, dans une situation d'urgence, ça bouge très vite. Vous savez qu'on a des financements qui sont sur des périodes très courtes et donc il faut avoir des outils qui sont quand même assez faciles pour pouvoir être adaptés, modulés et mis à jour assez facilement par les participants. C'est-à-dire, ben moi, j'ai prévu d'avoir un budget, je ne sais pas, de février à avril. Finalement, le budget, je l'ai commencé qu'en mars, les activités, parce que je n'avais pas le budget avant. Et puis, après avril, bah, finalement, du coup, ça a duré jusqu'en mai, puisque j'avais 3 mois de financement. Et j'ai eu un gap, je n'avais pas de financement pendant 2 mois, puis après, je reprends. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont la vie des opérations sur le terrain, et donc doivent pouvoir être repérées dans une cartographie. Soit on dit c'est la cartographie à un instant T, et dans ce cas-là, bah, c'est les infos qu'on a à ce temps-là, mais effectivement, bien s'assurer et faire la différence entre qu'est-ce qui est dans une proposition de financement et qu'est-ce qui est le service vraiment existant sur le terrain. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut bien se mettre d'accord avant de commencer, de toute façon, la cartographie. Autre point, avant de distribuer l'outil de cartographie des 4W, puisque souvent donc les cartographies se font avec différentes méthodologies, mais qui sont appelées 4W. Alors les 4W, juste pour la traduction, hein, c'est qui fait quoi ou comment. Donc c'est 4W parce que en anglais c'est who is doing what, where and when. Donc, ça veut dire 4W qui commencent les lettres. Donc, nous, on peut dire qui fait quoi ou comment, mais ça marche pas aussi bien pour faire les 4 Q. Mais du coup, souvent en français, vous allez voir les 4 W. Et juste pour vous dire aussi hein, que ce qui fait quoi ou comment, cette méthodologie, c'est pas du tout quelque chose qui est propre à la santé mentale et le soutien psychosocial. Ça va être utilisé aussi par d'autres secteurs qui vont utiliser la même méthodologie pour évaluer les services en nutrition, par exemple, ou en santé. Donc, ce n'est pas une spécificité de la santé mentale et soutien psychosocial. Et si je dis ça, c'est parce que parfois, du coup, vous pouvez aller ainsi voir vos collègues d'autres secteurs ou vos équipes de suivi et évaluation, et ils vont déjà avoir des outils qu'ils utilisent pour d'autres secteurs avec le 4W et qu'il suffira juste d'adapter et d'utiliser pour la santé mentale et le soutien psychosocial.
Donc, avant en tout cas de distribuer comme ça l'outil de cartographie à tous les membres pour qu'ils puissent le remplir, c'est vraiment important d'organiser une session d'orientation pour familiariser tous les participants avec l'objectif de la cartographie, ses avantages potentiels, et puis aussi donner des instructions qui soient très claires sur la manière d'utiliser l'outil et sur la signification des codes d'activité. Je vais y revenir. Dans le 4W, et dans la santé mentale soutien psychosocial, on a mis des codes aux différentes activités pour que les agences puissent de façon très précise dire quelle est l'activité qu'elles sont en train de mettre en œuvre. Cette nomenclature, cette classification des activités, c'est ça qui va vous permettre ensuite de voir effectivement quelles sont les activités auxquelles on répond et quelles sont les activités auxquelles on ne répond pas, et qui vont faciliter la cartographie et la coordination. Parce que dans chacune des agences, on va appeler différemment une activité qui est similaire. Et donc ce code d'activité, ça va permettre de ranger l'activité sous un intitulé commun, même si dans son agence, on va l'appeler de façon différente. Ensuite, on va collecter des informations, par exemple sur les activités et les sites en santé mentale et soutien psychosocial auprès des organisations qui sont impliquées dans la mise en œuvre ou la planification des programmes santé mentale et soutien psychosocial. La collecte des informations, elle se fait parfois en demandant aux gens de remplir eux-mêmes directement, par exemple sur Kobo, leurs activités, mais parfois elles se font aussi au cours d'un atelier du GTT de 3 heures où on va tous se mettre ensemble et le remplir, par exemple. Mais parfois, ça va être aussi, on va aller, ou on va prendre le temps d'aller avec chacune des agences pour l'aider à remplir la cartographie, pour vérifier que les informations qui sont mises sont justes, à la bonne place, etc. On va aussi, puisque l'idée d'une cartographie, c'est qu'elle soit la plus complète possible, prendre contact de façon proactive avec les acteurs de la santé mentale et du soutien psychosocial qui ne sont pas forcément activement impliqués dans les mécanismes de coordination existants, mais qui, malgré tout, font des services sur le terrain. Et donc, on veut que leurs services apparaissent dans la cartographie. Et donc, ça vaut le coup d'aller les chercher et d'intégrer les services qu'ils proposent dans la cartographie. Dernier point, il faut aussi encourager les organisations à communiquer les informations de contact supplémentaires pour tout autre acteur dont elles ont connaissance et qui propose des services en SMSPS. C'est l'effet boule de neige dont on parlait tout à l'heure. Si on rencontre une organisation, par exemple, qui nous dit ben, « nous, on fait de la santé mentale à tel endroit » et que personne ne le savait, on peut aussi leur demander s'ils ont connaissance d'autres acteurs pour s'assurer et vérifier s'ils sont ou pas dans la cartographie. Et enfin, on va garantir la visibilité et l'accès à la cartographie pour les différents partenaires, puisque l'idée de la cartographie, c'est qu'elle soit utile et utilisée sur le terrain. Et bien sûr, mettre en place un système d'actualisation de la cartographie pour que, comme on le disait tout à l'heure, au fur et à mesure des changements, elle puisse être toujours à jour. Enfin, toujours, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, selon la rapidité d'évolution du contexte et des services existants. Alors, quels sont les outils et les méthodologies qui sont à votre disposition? Donc, je vous en ai mis là quelques exemples qui sont ceux qu'on utilise de la façon la plus fréquente. Donc, à gauche de la diapo, vous avez le Who is Who, Where, Doing What, donc le 4W, mais qui n'est qu'en anglais, avec les activités des codes sur la pyramide. La deuxième image, c'est le qui fait quoi ou comment, qui n'est pas une traduction complète du manuel de gauche, mais une traduction quand même partielle, qui est donc très utile et dans lequel tous les codes sont réécrits en français. Donc pour vous, dans les contextes francophones, ça peut être très utile. Depuis a été fait, comme vous le savez, la boîte à outils de l'évaluation multisectorielle en santé mentale et soutien psychosocial, dans lequel il y a des tas de modèles et la démarche détaillée des 4W. Et donc, je vous invite vraiment en priorité à utiliser cet outil-là, puisque c'est là-dedans qu'on a mis aussi en place des documents Google que vous pouvez juste télécharger et utiliser pour faire votre cartographie. Dernier outil à votre disposition, c'est l'analyse des besoins non couverts, on dit en français le Gap Analysis Tool de l'ensemble minimum des services, qui est un outil en ligne, mais qui pour l'instant est disponible seulement en anglais,
qui permet de voir aussi les besoins couverts et non couverts, mais en s'appuyant là aussi sur l'ensemble des activités minimum de l'ensemble des services minimums en santé mentale et soutien psychosocial de l'EMS, et donc qui est une autre façon d'aborder les choses, mais qui est intéressante à combiner avec aussi l'outil des activités vraiment spécifiques. Et là, donc, comme je disais, pour l'instant, c'est qu'en anglais, même si on est en train de travailler enfin, ils sont en train de travailler sur une traduction. Donc, quand vous regardez, là, ce sont des éléments hein, qui sont repris directement donc, de la boîte à outils hein, d'évaluation des programmes en santé mentale et soutien psychosocial. Euh, on vous explique qu'il y a 3 outils que vous pouvez utiliser qui sont les 4W plus ou moins détaillés. Donc, il y a un premier outil qui est vraiment une cartographie simplifiée. Donc, ça, c'est pour déjà voir un petit peu, quand on a vraiment pas trop d'acteurs ou pas trop de temps, c'est un bref aperçu déjà pour pouvoir comprendre l'ampleur et la nature de la réponse en santé mentale et soutien psychosocial et commencer à établir des mécanismes de référencement. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu dans l'urgence quand on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Quand il n'y a pas beaucoup d'acteurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a un deuxième outil qui va vous permettre de recueillir des informations plus complètes. Donc, c'est la cartographie simplifiée des 4W avec aussi tout ce qui va vous permettre de mettre en place des mécanismes de référencement et un annuaire des services. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des données supplémentaires qui vont être inclus là pour pouvoir effectivement ajouter, par exemple, la personne contact, etc. Parfois, il y a aussi certaines cartographies hein, dans lesquelles on va utiliser les points GPS des services, par exemple. Donc, ça peut aller assez loin dans le détail des informations et des outils qu'on va utiliser selon les moyens dont on dispose. Et puis, l'outil 4, c'est une cartographie complète des 4W. Et donc là, c'est vraiment une vue d'ensemble très détaillée des activités en santé mentale et soutien psychosocial. Les codes de l'outil 4, ils ont été aussi alignés avec l'ensemble minimum de services santé mentale et soutien psychosocial du IASC. Donc, c'est un peu plus, comme je disais tout à l'heure, complet. Donc, l'analyse des besoins non couverts fait partie de ce nouvel outil 4. Donc, je vous ai remis, et là aussi, hein, tout est en ligne sur l'ensemble minimum des services. Et comme vous voyez, ce qui est intéressant, là, je vous le montre de cette façon-là. Si vous lisez sous outil 4, cartographie complète des 4W en SMSPS, vous voyez télécharger cet outil au format Word, télécharger cet outil au format Excel. Et donc, ça veut dire que là, vous allez être dirigé sur un drive sur lequel vous allez pouvoir directement télécharger sous format Word ou sous format Excel les informations pour créer votre cartographie. Alors, c'est pas quelque chose de très c'est juste pour vous faire gagner du temps, pour vous faciliter le travail, hein. C'est-à-dire que le format Excel, ça va être juste des colonnes avec les informations intéressantes à recueillir. Donc, vous pouvez bien sûr l'adapter ensuite à votre propre contexte, mais en tout cas, vous avez une base que vous pouvez utiliser sans avoir besoin de la construire vous-même et après avec laquelle vous pouvez aller voir les partenaires si vous êtes d'accord pour utiliser Word ou Excel, hein, mais vous pouvez choisir, comme je disais tout à l'heure, un autre outil pour collecter les données. Mais si vous choisissez Excel, bah, vous avez juste à télécharger le tableau Excel, il est déjà prêt, et juste à vérifier si vous voulez changer ou recueillir d'autres informations. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'ai juste remis hein, la pyramide du IASC. Donc, effectivement, dans le 4W et dans le Gap Analysis, les 4W sont basés sur des activités qui correspondent à la pyramide du IASC que vous connaissez maintenant tous par cœur, qui est sur la droite. Et donc, dans chacun des 4 niveaux de la pyramide, il y a des activités qui sont spécifiées et qui vous permettent ensuite, du coup, quand vous regardez l'ensemble de votre cartographie, de voir, par exemple, bah, il n'y a rien au niveau de services de base et de sécurité, ou au contraire, il y en a énormément. Il y a peu de services au niveau des dispositifs de soutien ciblés non spécialisés, etc. Donc, ça vous permet ensuite de faire une interprétation des services existants et des services manquants potentiellement. Même si cette analyse n'est pas toujours simple, on pourra peut-être y revenir dans la discussion.
Vous avez donc si vous êtes plus en utilisant, alors là malheureusement là, il y a des petits bugs pour la traduction sur le site de l'ensemble minimum des services. Donc pour l'instant, on ne le voit pas bien en français, mais quand vous allez sur la boîte à outils, il y a donc effectivement d'autres exemples que vous pouvez utiliser pour voir un petit peu. Donc là, ce que je vous ai mis. Eh ben pour que vous ayez accès à ces outils, il faut cliquer là, par exemple, sur Word French ou Excel French, et donc vous avez accès aux outils. Si vous allez directement dans le manuel, vous allez aussi directement, sans avoir besoin de passer par cette page, arriver à ces documents Google. Que voilà. Donc voilà, par exemple, le basique du basique sur le document Excel. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est quand on veut faire quelque chose d'assez simplifié. Et ça, bah, vous pouvez le télécharger directement et vous avez juste besoin de le remplir. Et ça vous permet, alors c'est pas la façon la plus lisible, surtout s'il y a beaucoup d'agences et de services existants, mais ça vous permet d'avoir une première cartographie des services assez simple, où il y a déjà un petit peu tout ce qui est noté, mais à partir de ce type de document, c'est vrai que c'est pas toujours très simple de faire une analyse ensuite globale basée sur des documents qui sont en Excel. Donc ça, c'est un travail qui et aussi à réfléchir en amont sur la façon dont je vais utiliser ensuite les outils de la cartographie et comment je vais les analyser. Et ça, souvent, c'est important de prendre le temps vraiment, quand on a recueilli et collecté toutes les informations, de faire un atelier, par exemple, au sein de son GTT pour réfléchir ensemble, partager les résultats, réfléchir ensemble et repérer du coup, avec ces résultats, en termes d'analyse des données, des besoins couverts et non couverts, qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui serait intéressant de développer ultérieurement? Pourquoi ça vaut le coup de faire du lobbying du plaidoyer sur tel ou tel service qui n'est pas couvert? D'aller voir des collègues des autres secteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment super important. Et la deuxième chose très intéressante à faire à partir de ce travail-là, c'est de dire, OK, est-ce qu'on fait un annuaire des services? Comment on fait des référencements entre les différents services? Qu'est-ce qui peut être le plus pertinent? Qu'est-ce qui peut être le plus prioritaire? Et donc, ça, c'est vraiment un atelier super stimulant et intéressant à faire avec l'ensemble des membres du GTT SMSPS et éventuellement aussi, bien sûr, avec des collègues d'autres secteurs pour qu'eux aussi connaissent les services disponibles et puissent y référer les gens qui en auraient besoin et vous, inversement, que vous puissiez référer, par exemple, en protection, des gens qui auraient besoin de protection et pour lesquels vous ne connaissez pas forcément les services. Et j'en profite du coup je vous ai mis quelques exemples de cartographie, de résultats de cartographie pour que vous voyez un petit peu le type de résultats qu'on peut avoir selon les pays et qui vont être avec des outils différents et avec des résultats différents. Donc là, c'est un exemple de cartographie qui a été fait au Soudan en 2023. Et donc, vous avez, vous voyez, à gauche, quelle est l'agence qui propose le service. Ensuite, vous avez les détails de la personne, où ces services sont proposés. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est à réfléchir en amont, c'est-à-dire qu'un GTT peut couvrir une zone assez grande et on peut parfois décider de faire des cartographies par zone plus réduite pour avoir une vision plus rapide des services qui sont disponibles ou pas à un certain endroit. Et vous voyez aussi hein, qu'une même organisation peut proposer plusieurs activités. Et donc, dans ce cas-là, ils vont faire plusieurs lignes, bien sûr, sur les services, puisque ce qui est important, c'est qu'on sache quelles sont les activités, les services qui sont proposés. Vous allez avoir à chaque fois là, enfin dans cette présentation aussi, quelles sont les activités qui sont proposées. Et là, vous voyez qu'il y a des activités qui sont malheureusement pas suffisamment précisées. Par exemple, vous avez des réponses qui sont santé mentale et soutien psychosocial. C'est un peu trop large et ça ne permet pas forcément du coup de savoir quel type d'activité vraiment est mise en place. Et pour votre cartographie, c'est pas suffisamment précis pour pouvoir après vraiment travailler de façon adéquate. Et vous avez toujours dans ce tableau-là, la population visée, est-ce que c'est tout le monde qui est affecté? Est-ce que c'est seulement pour les IDPs? Est-ce que c'est seulement pour les réfugiés, etc. Et puis, il y a d'autres commentaires qui peuvent être ajoutés en plus si vous le souhaitez.
L'autre élément, donc là, qui n'est pas sur cette diapo, par exemple, c'est la durée. Jusqu'à quand marche le service et quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Donc, c'est aussi le type d'information auquel il faut réfléchir en amont pour choisir le meilleur outil qu'on va utiliser en fonction de son objectif et de la façon dont on va le réactualiser. Je vous ai mis un autre exemple qui était là un exemple qui a été fait à un instant T par l'OMS, IMC et le ministère de la Santé en Jordanie, où là, il y a un rapport qui a été publié après être allé avoir eu une personne qui a été spécialement voir l'ensemble des acteurs, etc., travailler avec eux sur le qui fait quoi. Et donc, ce rapport est disponible dans les outils proposés par l'EMS, hein. Et là, je vous ai mis juste une des figures qui est dans ce rapport où ils ont remis sur la pyramide quelles étaient les ONG qui intervenaient aux différents niveaux de la pyramide. Et bien sûr, une même agence, enfin ONG ou UN, etc., peut intervenir à différents niveaux de la pyramide, hein, selon les activités qu'elle fait. On voit par exemple que World Child est au niveau 1 et 2 de la pyramide. Donc, selon les activités qu'on propose, ben, on va se retrouver aux différents niveaux. Ça donne un éclairage quand même pour voir que, voilà, à tous les niveaux de la pyramide, il y a un petit peu des activités. Et puis, à côté, ils ont fait une espèce de pourcentage de combien de services, combien de services sont à chaque niveau de la pyramide. Et là aussi, c'est à mettre en regard des besoins, mais c'est aussi à mettre en regard le pourcentage. Si c'est le pourcentage en termes d'ONG, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, puisque on peut avoir une ONG qui va, ou une agence, hein, qui va couvrir seulement, je ne sais pas, 150 personnes, par exemple, et une autre 3000. Donc, en termes de couverture, on va parler de choses différentes. Donc, c'est là où ça peut être intéressant vraiment de réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on veut étudier pour faire une analyse plus fine par la suite des services pourvus. Et ça, c'est pour moi vraiment le point difficile de la cartographie, c'est d'inférer à partir des résultats qu'on a obtenus l'analyse des services couverts et non couverts et de ce qu'il serait intéressant de développer. Et pour moi, au-delà de la cartographie que vous utilisez, ça, ce sont des informations que vous avez aussi parce que vous allez discuter entre vous, parce que vous allez être confronté à des difficultés, vous ne savez pas où référer les personnes, parce que vous allez vous rendre compte que dans un endroit, il y a des programmes qui sont manquants. Et ça, vous l'aurez par des informations qualitatives. Et c'est ça qui va nourrir de façon intéressante aussi votre cartographie au-delà des tableaux que vous allez pouvoir remplir. Un autre exemple, donc déjà là, vous voyez beaucoup plus complexe, hein, sans doute avec beaucoup plus de moyens pour pouvoir arriver à ce type de résultat. Donc là, c'est en Turquie. C'est un tableau qui est mis à jour avec des zones, avec des interventions qui sont proposées, etc., avec une carte. Et donc ça, ce sont des informations qui, par exemple, sont ensuite en ligne disponibles. Donc ça, c'est aussi intéressant puisque du coup, n'importe qui cherche à avoir l'information peut avoir accès à la cartographie en ligne. En ligne, je veux dire, et sans pouvoir bien sûr ajouter des données, mais en ligne et accessible. Et c'est le cas aussi de cet exemple, c'est l'Ukraine, où effectivement, vous avez en ligne euh, toutes ces activités-là sur le site Relief Web, en fait, qui est le site où il y a beaucoup de choses autour de l'urgence, comme vous le savez, et où il y a les cartographies des informations, etc. Eh bien, en ligne, il y a le groupe santé mentale et soutien psychosocial, le GTT santé mentale et soutien psychosocial d'Ukraine, qui tient à jour un tableau qui bouge au fur et à mesure. Vous voyez que là, on a quand même plus de 500 organisations partenaires, hein, c'est l'Ukraine, hein, comme vous le savez, il y a énormément d'organisations intervenant là-bas. Et donc, ils ont été obligés de mettre en ligne, enfin en place, un système beaucoup plus compréhensif et détaillé puisque ça bouge sans arrêt et pour arriver à repérer qui fait quoi, où et que tous les acteurs qui sont impliqués puissent remplir de façon régulière et mettre à jour les données concernant la cartographie. Donc là, on est dans un système beaucoup plus sophistiqué, mais aussi parce que la réponse à l'Ukraine, il y a énormément d'organisations et c'est sûr qu'on ne s'en sortirait pas avec un tableau Excel, évidemment.
Alors, les limites de la cartographie d'efforts de Beaulieu en santé mentale et soutien psychosocial, bah, c'est déjà ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la cartographie ou collecter juste des données sur un tableau ou même sur Kobo ou sur une appli, ça va pas, ça va avoir de l'intérêt quand ça va être aussi complété avec des discussions, des échanges que vous repérez sur le terrain comme besoins couverts, non couverts, les besoins des populations, les difficultés de référencement, etc. C'est ça qui va être aussi qui va donner du corps en fait à la cartographie et qui va permettre de dire au niveau de la réponse humanitaire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est déjà bien présent, voire où il y a des doublons. La collecte d'informations, évidemment, elle est clé puisque la cartographie, elle va fonctionner si vous avez des bonnes informations qui sont justes, qui correspondent à ce qui est vraiment mis en place sur le terrain par le maximum d'organisation. Donc, ça veut dire que il faut avoir une certaine influence pour obtenir ces données. Il faut que les répondants comprennent pourquoi on fait ça et les avantages potentiels de la cartographie. Et donc, ça, c'est vraiment un travail d'explication important à faire. Les données collectées, elles peuvent aussi surestimer ou sous-estimer les activités de santé mentale et de soutien psychosocial parce qu'on va avoir une compréhension différente des définitions des services et des activités. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, parfois, on va dire oui, c'est déjà en place alors qu'en fait, on n'a que le financement et c'est pas mis en place. Parfois, on espère avoir le financement, on n'a pas le financement, mais on a répondu qu'on va le faire. Donc, ça, c'est aussi des éléments qui peuvent jouer. Et puis, parfois, bah, selon les acteurs aussi, il y a plus ou moins de temps donné pour partager les infos, aller dans le détail des activités ou pas. L'outil, bien sûr, c'est un autre point, il ne permet pas d'évaluer la qualité d'une activité ou d'un service. Donc, ça vous dit juste si le service, il existe ou pas. Mais il vous dit pas si il y a des gens qui viennent ou pas dans ce service, si quand l'activité elle est mise en place, elle est mise en place de façon adéquate. Donc, c'est une photo. Le service, il existe, oui, non. Mais la qualité du service, elle est évidemment pas évaluée dans ce cadre-là. Et réaliser une cartographie qui est complète, vraiment détaillée, ça peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources. Parfois, il y a une personne qui est dédiée là-dessus, notamment dans les grosses urgences, avec quelqu'un qui va nous aider en suivi et évaluation, ou une agence des Nations Unies, par exemple, qui va mettre à disposition son équipe suivi et évaluation pour s'occuper de la cartographie avec le GTT. Donc ça, c'est des choses aussi à évaluer au cas par cas et au cas par cas de voir la pertinence aussi d'avoir une cartographie complète ou d'avoir déjà des services de base, avoir au moins déjà la connaissance des services existants et des services de base. Bien sûr, un rappel aussi important, puisque j'ai beaucoup dit qu'il fallait que ce soit diffusé et disséminé, il y a dans certains contextes, la divulgation d'informations sur la localisation des services, ça peut présenter des risques pour la sécurité. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, bien sûr, vous êtes familier de ça, hein, c'est comme pour les dossiers patients, les interventions, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser de façon très, très fine pour qu'il n'y ait pas de danger, ni pour les populations, ni pour les équipes, ni pour les agences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel aussi, et peut-être que j'aurais dû le mettre au début, il faut être vigilant dans le choix de la méthodologie, le choix de la dissémination et de l'outil qu'on va utiliser, bah, prendre en compte cet élément-là.